d'interface tangible, c'est-à-dire comment on pourrait utiliser nos ordinateurs mais avec des objets qui sont touchables, qu'on peut manipuler, et non pas tout simplement un clavier ou une souris. Ensuite, nous allons écouter Ladislas qui va nous parler de parler à voix haute, parler dans sa tête, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la différence entre ces deux choses-là. Et enfin, nous écouterons Nesrine qui nous parlera de nos perceptions internes. Qu'est-ce que ça veut dire que sentir son cœur battre? Qu'est-ce que ça veut dire que sentir toutes ces choses? Et elle va nous parler aussi de l'influence que peuvent avoir nos interactions sociales sur ces perceptions. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Maude qui va nous présenter du coup sa thèse. Tiens. Merci. Ouais, ok. Ouais. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais remercier donc les organisateurs de nous permettre de présenter nos travaux donc lors de ce grand événement des sciences cognitives. Donc, je me présente. Je m'appelle Maude Dupuis. Je viens de l'université de Bordeaux. Et à Bordeaux, donc, on ne passe pas notre temps à essayer de revendiquer la légitimité du terme chocolatine ou à déguster du vin rouge. On fait aussi un peu de science et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, je suis en deuxième année de doctorat de sciences cognitives à l'Institut des neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine, donc dans l'équipe de neuroimagerie et cognition humaine sous la direction du professeur Joël Swensen et du professeur Bernard Nkawa. Donc ma thèse et cette présentation aborde la cognition dans la schizophrénie. Et pour étudier la cognition dans cette pathologie, nous utilisons à la fois de l'imagerie cérébrale et des technologies mobiles afin de recueillir de nombreuses informations dans la vie quotidienne des sujets. Ainsi, nous tentons d'avoir une approche la plus globale, la plus intégrée, la plus incarnée possible de la cognition. Donc la notion de schizophrénie est en perpétuelle évolution depuis plus d'un siècle d'existence. Bien souvent méjugée par l'opinion publique et employée de façon inconsidérée par les médias, la grande énigme de la psychiatrie suscite discussions académiques et populaires. La notion de schizophrénie a connu différentes définitions. Aujourd'hui, elle est généralement caractérisée par un ensemble de symptômes positifs qui représentent une exagération ou une distorsion des fonctions dites normales. Cette catégorie de symptômes inclut des idées délirantes, des hallucinations, un discours et un comportement désorganisé. Elle peut également être caractérisée par un ensemble de symptômes négatifs qui représentent une perte ou une diminution des fonctions normales. Cette catégorie inclut des difficultés à initier ou à maintenir des activités, un émoussement affectif, c'est-à-dire une diminution dans l'intensité et dans la gamme des affects, et un appauvrissement du discours. Bien que les troubles cognitifs ne constituent pas encore aujourd'hui un critère diagnostique de la schizophrénie, ils représentent un aspect fondamental de cette pathologie, notamment parce qu'ils sont très étroitement corrélés avec le fonctionnement en contexte réel. Parmi les troubles cognitifs observés dans cette pathologie, on retrouve des déficits au niveau des fonctions exécutives. Sous le terme de fonctions exécutives, on regroupe un ensemble très hétérogène de fonctions cognitives qui sont mobilisées lorsque l'on tente de s'adapter à des situations nouvelles, difficiles ou complexes. On retrouve par exemple au sein de ces fonctions le raisonnement logique, l'inhibition, c'est-à-dire la capacité à exclure les informations qui ne sont pas pertinentes ou les comportements qui sont non pertinents pour la tâche à réaliser, la flexibilité mentale, c'est-à-dire la capacité de passer d'une tâche à une autre ou de corriger ses erreurs. On retrouve aussi la planification de l'action. Et parmi les autres déficits qui sont observés dans la schizophrénie, il y a des déficits au niveau de l'attention et au niveau de la mémoire. Donc la schizophrénie se déclare généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, entre 15 et 25 ans. Les origines de cette pathologie semblent multiples et son évolution est variable. Elle toucherait 0,7% de la population mondiale. En France, 600 000 individus atteints de schizophrénie sont recensés. Ils représentent 20% des hospitalisations psychiatriques à temps complet. Et selon l'OMS, la schizophrénie serait la 8e cause d'incapacité dans le monde. Donc l'ensemble de ces éléments font de l'étude et du traitement de la schizophrénie une problématique importante d'économie, de santé publique et de société.
Un autre problème majeur associé à cette pathologie concerne sa comorbidité fréquente avec l'addiction à une substance. En effet, environ 50% des individus présentant une schizophrénie présenteront un trouble lié à la consommation de substances au cours de leur vie. Et cette forme de comorbidité, elle a de sévères conséquences, telles que l'intensification des symptômes de la schizophrénie, un risque élevé de violence, des difficultés à initier et à maintenir un traitement et un risque élevé de décès précoce. C'est pour ça qu'il est particulièrement important de mieux comprendre l'association entre ces deux troubles. Des déficits exécutifs communs sont observés dans ces deux pathologies, telles que des difficultés au niveau de la prise de décision, de la planification de l'action, de l'inhibition et de la flexibilité mentale. Les déficits exécutifs ont été étudiés précédemment, mais une des limites des méthodes d'évaluation précédentes, des méthodes d'évaluation traditionnelles, est que la cognition, elle est généralement mesurée à un instant T, momentanément et hors des contextes naturels des sujets, en général en laboratoire. Or, nous savons aujourd'hui que la performance cognitive peut fluctuer en fonction des moments de la journée, de l'humeur du sujet, des conditions environnementales, de son état général. Et avec les méthodes d'évaluation donc précédentes, traditionnelles, ces fluctuations elles ne sont pas appréhendées et une partie seulement de la cognition est capturée. L'évaluation écologique momentanée par l'intermédiaire de dispositifs mobiles est un moyen d'outrepasser ces limites méthodologiques, en permettant le recueil de nombreuses informations en temps réel et dans l'environnement naturel des sujets. L'objectif de mon projet de recherche est de mieux comprendre l'implication des performances exécutives dans cette forme de comorbidité. Ainsi, nous cherchons à étudier la relation entre la performance exécutive mesurée à un moment de la journée et la consommation future de substances. Nous nous intéressons également au lien entre la performance exécutive et l'apparition ultérieure de symptômes. Mais nous nous intéressons également aux relations en sens inverse, c'est-à-dire nous souhaitons étudier quel est l'effet de la consommation de substances sur la performance exécutive quelques heures plus tard et l'effet des symptômes de la schizophrénie sur la performance exécutive plus tard dans la journée. Donc, selon ces objectifs, notre étude elle est menée au sein de plusieurs groupes de participants. Des participants présentant une schizophrénie, et parmi eux, certains présentant un cas de comorbidité avec l'addiction à l'une de ces substances, alcool, tabac ou cannabis. Nous disposerons également d'un groupe de sujets qui présentent une addiction seule à l'une de ces trois substances. Et enfin, d'un groupe de sujets contrôle qui ne présentent aucune addiction ou aucun autre trouble psychiatrique. Donc, pour répondre à nos objectifs, nous utilisons l'évaluation écologique momentanée, ou EMA, qui nous permet une évaluation précise et répétée 5 fois par jour pendant 7 jours des symptômes, des performances exécutives, de la prise de substances, des émotions du sujet, de ses activités, de ses interactions sociales, et ce, en temps réel et dans les contextes naturels des sujets, par l'intermédiaire donc de smartphones qui sont mis à disposition de tous les participants précédemment présentés. Ainsi, nous allons pouvoir mesurer la cognition à différents moments de la journée et nous allons pouvoir étudier le lien entre la cognition et l'apparition future, quelques heures après, des symptômes ou de la prise de substances. Mais pour essayer de tenter d'avoir une approche la plus globale possible de la cognition, nous allons également tenter d'étudier donc le lien entre les émotions, les activités de sujet et la cognition quelques heures plus tard, pour voir comment toutes ces variables donc interagissent. Associée à l'évaluation écologique momentanée, ou EMA, nous utilisons l'imagerie cérébrale par résonance magnétique afin d'identifier les substrats cérébraux, qu'ils soient anatomiques ou fonctionnels, c'est-à-dire relatifs à l'activité du cerveau, donc de ces différentes variables que nous mesurons en vie quotidienne. Donc, grâce à l'évaluation écologique momentanée, nous allons avoir affaire à de nombreuses variables et à des interactions dynamiques qui sont très complexes. Donc, par où commencer? Nous avons une première hypothèse qui est que des déficits au niveau des fonctions exécutives seront associés à la prise de substances quelques heures plus tard et à la manifestation donc, de symptômes schizophréniques. Et nous faisons l'hypothèse que cette association, elle sera corrélée avec une altération au niveau des réseaux cérébraux qui sont connus pour être impliqués donc, dans le contrôle exécutif. Voilà, merci pour votre attention et merci à mon équipe. Merci beaucoup. Surtout, si vous avez des questions pour Maud, n'hésitez pas maintenant. Il n'y a pas de souci, on peut en prendre. Et Nabila vous ira vous apporter un micro.
Je peut-être oublié, tu es... Oui, je pense que tu es peut-être obligé d'utiliser de drogue, mais aussi médicaments. Oui. Parce que tous les patients, ils sont en drogue aussi. Donc Oui, c'est difficile peut-être. C'est ça. Dans le smartphone, on a effectivement, on leur demande aussi les médicaments qu'ils consomment. Oui, parce que Oui. c'est vraiment, c'est aussi pour. Oui. Oui, Oui. ouais, Donc voilà. oui, on le considère, oui. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un en haut là-bas. Qu'est-ce qui détermine la taille de l'échantillon ? On l'a fait par l'intermédiaire d'abord d'un calcul, d'une statistique qui nous a permis de déterminer que 30 ce serait suffisant à la fois pour l'imagerie et la vie quotidienne. Et ce qui a déterminé l'échantillon, c'est aussi le fait que recruter des patients, c'est aussi difficile. Et comme ce n'est pas une étude multicentrique, que ça se passe uniquement à Bordeaux, avec un seul centre hospitalier, voilà, on a aussi choisi 30 sujets. Oui. Comment vous mesurez, je pense que le terme c'est performance exécutive. Oui. Qu'est-ce que vous mesurez vraiment et comment, donc à distance? D'accord. Alors en fait, on a implémenté donc dans le smartphone une tâche inspirée d'une tâche de Stroop, le test de Stroop, qui permet en fait de mesurer donc la flexibilité mentale et également les capacités d'inhibition mentale. Et on a également une tâche de fluence verbale où on demande au sujet de générer une liste de mots pendant 1 minute à partir d'une lettre. Voilà, et on a ça, ils ont ces tests-là 2 fois par jour pendant 7 jours. Et donc ça nous permet d'avoir accès à pas l'ensemble des fonctions exécutives, mais au moins l'inhibition, la flexibilité mentale et aussi du coup par rapport au langage également et au lexique. Alors pour l'état émotionnel, on a plusieurs échelles. Donc on leur demande à quel est-ce que vous vous sentez triste sur une échelle de 0 qui va jusqu'à 7. À quel niveau vous vous sentez triste? Alors ça va de très triste à très joyeux. On a également une question. On a la tristesse, le plaisir aussi. À quel point vous prenez du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment. On a le niveau de fatigue aussi. Et voilà. J'en oublie peut-être une. Merci beaucoup Maude. Du coup maintenant on va accueillir, merci à elle. Nous allons maintenant accueillir Lorraine qui vient de Grenoble et qui va nous parler d'interface tangible. Donc je vais lui laisser clarifier tout ça. Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Thévin, je fais ma thèse à l'université de Grenoble au laboratoire d'informatique. Je fais une thèse en informatique, mais je vais vous parler très peu d'informatique, mais plutôt des types de problèmes que je vais essayer de traiter avec l'informatique. Et je vais en profiter pour vous présenter une nouvelle façon d'utiliser les ordinateurs qui s'appelle les interfaces tangibles et comment ça peut poser des problèmes derrière pour pouvoir les utiliser réellement. Donc ça présente un petit peu mon cas d'utilisation. En fait, je vais me placer en entraînement à la gestion de crise où des acteurs comme les communes, ou les pompiers, les choses comme ça vont s'entraîner à réagir, par exemple pour quand il y a une inondation ou ce genre de problématique, et vont avoir des tables tangibles avec des cartes dessus pour s'entraîner à simuler une réaction de crise. Donc par exemple, imaginons le groupe d'en haut correspond au poste de commandement. Ils vont décider de lancer l'évacuation avec un objet qui représente ça, et l'ordinateur va comprendre. L'utilisateur me dit qu'il lance une évacuation, et ça va entraîner tout un tas de conséquences qui font que
en situation réelle, la cellule soutien à la population doit par exemple évacuer les populations et la cellule logistique doit sécuriser la zone en mettant des barrières par exemple et va pouvoir poser des objets pour dire qui fait quoi de manière claire et que le système va pouvoir suivre l'activité. Donc je me place bien en entraînement qui a pour intérêt de pouvoir rejouer une partie de la scène si jamais il y a un problème. Et qui va aider à analyser d'un point de vue informatique, ça va aider à analyser et à garder une trace de tout ce qui s'est passé avant pour pouvoir faire des retours d'expérience derrière, améliorer à la fois le plan d'intervention qui a été écrit et permettre et faire un retour sur l'activité des joueurs. Ça ressemble en fait à un jeu de rôle soutenu par l'ordinateur. Et après, on va devoir ça permet de fournir un retour en temps réel. En fait, c'est tables, parce que quand ils vont poser les objets, on va pouvoir dire c'était ce qui est attendu, c'était pas ce qui était attendu, c'était ce qui est attendu mais le résultat ne correspond pas, ou ce genre de choses. Et par contre, on se met une limite, ce qui fait qu'on ne veut pas faciliter la gestion de crise et l'exercice en fait, parce que imaginons il y a un calcul automatique des itinéraires d'évacuation. Quand les acteurs vont se retrouver en situation de crise réelle, il y aura personne pour leur calculer leur itinéraire. Donc le but c'est bien qu'ils fassent comme d'habitude, mais qu'ils aient des retours d'expérience plus intéressants. Et donc j'ai commencé par vous présenter des différences entre comment on peut faire ça avec un écran, avec notamment une activité collaborative, et avec une table tangible, qu'est-ce que ça peut changer, et ensuite derrière, quels sont les problèmes d'interprétation contextuelle et située qu'on peut avoir. Donc je vais commencer par un petit quiz. Donc vous allez devoir regarder l'image juste après. Vous êtes en situation de réunion de travail collaboratif, et vous allez devoir découvrir qui, dans la réunion, imprime un document, regarde ses courriels, est sur un réseau social, et travaille sur le même élément que vous. Donc attention, concentration. Voilà. Donc ça, c'est ce qui peut passer en situation de travail normale. On a niveau développement de la collaboration, c'est pas très facile. N'importe qui peut faire quoi derrière son ordinateur. Je vois qu'il y a des gens qui ont déjà vécu cette situation. Je sais pas de quel côté vous étiez, si c'était celui qui travaillait ou celui qui était sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, là par contre, on peut s'imaginer que c'est la personne qui parle qui fait son réseau social, que c'est la personne qui a déposé l'objet imprimante pour lancer une impression qui va être en train d'imprimer son document, que c'est la personne qui utilise l'objet mail, qui va vouloir faire afficher ses mails sur la table, et que la personne qui regarde le même objet et le même document que vous sur la table travaille sur le même document. Donc évidemment c'est schématisé, mais c'est un peu l'idée. Deuxième petit quiz. Vous faites parce que ça, c'est pour montrer en fait que non seulement une table tangible, ça peut permettre de savoir qui fait quoi un peu mieux, mais ça peut être un peu plus fin dans le discours. Par exemple, dans une création de documents collaboratifs, qui hésite, qui essaye d'attirer l'attention et qui attend la proposition générale pour valider ces changements. Ça devient un peu compliqué de faire passer une intention derrière un travail collaboratif. Tandis qu'avec une table tangible, la personne qui va poser un objet en regardant toutes les personnes autour avec un air interrogatif va demander l'approbation implicite des autres membres. La personne qui va désigner un objet va essayer d'attirer l'attention de tout le monde. Il y a d'autres manières, par exemple en faisant du bruit, en posant l'objet ou des choses comme ça. Et la personne qui va hésiter, voilà, repositionner, ne sait pas trop où mettre l'objet. Donc ça, c'était des premières choses qu'on peut avoir et saisir un peu plus facilement avec une interface tangible dans certains cas. Et maintenant, je vais parler un petit peu d'un aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aider les acteurs dans leur prise de décision, on veut vraiment qu'ils apprennent la décision et que l'objet nous permet de garder une trace de ce qu'ils ont fait, en plus de l'aspect collaboratif. Donc là, imaginons, vous avez plusieurs choix, hein, c'est très imagé. Je ne sais pas quel choix c'est, mais vous avez plusieurs choix. Et donc, si on clique sur cette chose-là et qu'il se passe rien, c'est que c'était pas prévu. Sur celui-là et qu'il se passe rien, c'est que c'est pas prévu. Et sur celui-là et qu'il se passe quelque chose, c'est que c'était prévu en amont. Et dans plusieurs jeux comme ça, on arrive dans des pièces et on doit faire quelque chose dans la pièce. Il n'y a que les objets qui réagissent, qui servent à quelque chose. Et donc, ça donne tout de suite un indice et ça oriente qu'est-ce qui va être fait. Mais sur le choix des actions. Alors qu'il y a des objets tangibles, si on a tous les objets tangibles, ça va pas orienter le champ des possibles à un moment donné. Par contre, on va pouvoir, dans le cadre d'un exercice, limiter les actions à celles qu'on veut essayer, qu'on veut faire tester, et même la granularité des actions en fonction de l'aspect plus ou moins particulier des objets. Donc du coup, ça c'est une chose, mais vu que la personne peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment, et qu'en le posant, on va pouvoir analyser ce qu'elle voulait faire, bah, du coup, il faut analyser ce qu'elle veut faire. Donc là, il y a la syntaxe, et la syntaxe peut être tout à fait contextuelle. Donc je vais vous prendre un exemple qui est le suivant. Cette phrase en anglais, time flies like arrows,
désolé pour l'accent, le temps vole à peu près comme des flèches. Le temps vole comme des flèches. Donc là, a priori, on se dit pas trop qu'un autre sens, mais si je rajoute une phrase qui est « Il n'y a pas que les Indiens qui aiment les flèches ». Les mouches du temps aiment les flèches. Donc ça change totalement la syntaxe de la phrase, juste parce que j'ai rajouté une phrase devant. Donc ça, c'est des choses qu'on va devoir prendre en compte avec l'interaction tangible, parce qu'il va y avoir une syntaxe qui va se mettre en place. Donc pour faire un petit point à 3 minutes de la fin, la technologie tangible peut être utile pour la collaboration, ça peut être intéressant pédagogiquement, mais il faut le comprendre. Bon, déjà, pour qu'à la fois on puisse comprendre et qu'on puisse laisser faire des choses que l'utilisateur, qu'on n'avait pas prévues, on va séparer l'interprétation des objets et on va analyser l'activité dans un deuxième temps. Pourquoi ? Parce que en gestion de crise, des fois, les plans d'intervention sont juste pas compatibles entre eux, ou alors ont pas été prévus pour la situation, donc on veut quand même garder l'aspect intéressant de l'être humain, qui va être de pouvoir passer outre les règles pour faire la chose appropriée, même si c'était pas prévu. Et donc du coup, on va faire les différentes analyses. Mais une fois qu'on analyse, ça peut être un peu compliqué. Alors là, c'est un exemple que j'ai vécu moi-même. Vous avez à droite, enfin à votre gauche en fait, ou voilà, ici, vous avez une maison en ville au Québec où il n'y a pas de barrière et personne ne va sur la pelouse. Par contre, en France, à chaque fois que j'ai vu une maison en ville, il y avait des barrières. Pourquoi en fait ? Parce que les règles de respect de la propriété privée vont être dépendantes à un élément limite de la propriété privée, et la limite de la propriété privée va pas être le même élément environnemental au Québec qu'en France. Et au Québec, ça va être la pelouse, et en France, ça va être des barrières. Donc en fait, même si j'ai les mêmes règles, pas de violation de la propriété privée, les mêmes normes, derrière, il va falloir que j'ai l'environnement qui va jouer pour savoir dans quel cas s'utilise cette règle. Et ça, moi, ça peut être le cas, par exemple, dans des cas d'urgence, c'est les pompiers qui doivent évacuer les zones, et dans les cas de prévention, c'est la ville. Et bien encore faut-il que la ville et les pompiers aient la même définition de préventif et urgence. Parce que sinon, effectivement, soit il n'y a personne qui évacue parce que tout le monde pense que c'est l'autre de le faire, soit il y a les deux qui l'évacuent et c'est pas le moment de dupliquer les efforts s'il y a une inondation. Et après ça, donc là, c'était juste pour montrer l'intérêt du contexte, parce qu'en fait, s'il y en a qui comprennent pas cette image, si je change juste la forme de la croix, ça devient un hôpital et une ambulance. Voilà, donc c'était une petite démonstration. Et là, je vais essayer d'illustrer des problématiques que rencontrent les pompiers, par exemple, qui doivent laisser si jamais quelqu'un a une crise cardiaque, par exemple, dans le camion des pompiers, ils doivent s'arrêter sur place et attendre qu'un corps médical arrive. Et cela n'importe où. Or, quand ça arrive à 25 mètres d'un hôpital, ils vont l'amener directement aux urgences, par obligation de résultat. Mais c'est eux qui sont en cause parce qu'ils ont violé les règles. Donc du coup, y a les règles sociales peuvent être antagonistes à une obligation de résultat, et donc le système ne doit pas bloquer ça. Et doit même l'analyser pour savoir quand est-ce que le plan n'était pas approprié, parce que du coup ça apportait pas les bons résultats. Donc, pour faire cet entraînement d'aide à la gestion de crise, j'utilise l'interaction tangible qui me fait un challenge d'interprétation d'un point de vue informatique. Et pour analyser l'activité, je dois à la fois faire le lien entre l'environnement et les règles, et à la fois essayer de formaliser quels sont les résultats attendus et quelles sont les règles attendues pour pouvoir dire « Ah ben le plan était pas bon parce que les gens ont suivi le plan et le résultat était pas bon à la sortie, donc ils auraient pas dû le suivre. Et qu'à l'inverse, si jamais ils suivent pas le plan, que le résultat est pas bon, ils auraient peut-être dû le suivre. » Et voilà, toutes les déclinaisons entre ce temps. Voilà, merci de votre attention. Merci encore une fois. Si vous avez des questions pour Lorraine, n'hésitez pas. Et Nabila ira vous apporter le micro. Si, tout au fond, tout là-haut. Désolé. Ah oui, ça déborde, ça. Ouais, c'est déborde. Ça déborde beaucoup. Fais gaffe, je peux être sur YouTube. Hein? Je sais pas qui c'est. C'est qui? Je peux voir, mais non. D'accord. Ouais, moi aussi, il est fort. Ouais. Peut-être qu'ils appelaient juste quelqu'un. Attends, si, ça va. Si. Non, alors, c'est juste un programme.
Ok, bah, très bien. Merci beaucoup Lorraine. Merci pour ta présentation. Maintenant, on va écouter Ladislas qui va nous parler de sa présentation qui est « Et si penser était une action ?» Donc Ladislas, je te laisse la parole. Donc bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour nous écouter raconter des bêtises, ça fait plaisir. Moi je m'appelle Ladislas et aujourd'hui je vais vous parler de parole intérieure. Donc la parole intérieure c'est simplement toute parole qui n'est pas vocalisée, donc qui n'est pas prononcée à voix haute et donc conservée dans la tête. On s'en sert tous les jours pour une myriade d'activités, comme par exemple pour planifier les activités de sa semaine, pour se remémorer un numéro de téléphone que nous venons juste d'entendre, nous le répétons antérieurement, nous utilisons de la parole intérieure. Quand nous voulons également se rappeler un souvenir particulier, on utilise la parole intérieure. Lorsqu'on est face à un problème un peu complexe, la parole intérieure va se manifester spontanément pour nous aider à organiser nos idées, etc. La parole intérieure est également impliquée dans le processus de lecture, mais également d'écriture. Elle participe au développement de la conscience de soi et au développement du langage. Donc, la parole intérieure est un sujet d'intérêt depuis très longtemps, mais les études systématiques ont seulement débuté vers le 19e siècle, en particulier via l'usage de questionnaires d'introspection. Mais il y a plusieurs limites et la validité de ces questionnaires est discutable. La première, c'est que les questions viennent souvent interroger sur des périodes de parole intérieure qui ont eu lieu quelques temps, quelques jours, quelques semaines avant le questionnaire. Ça va être des questions du genre durant la journée qui s'est écoulée hier ou durant la semaine qui vient de s'écouler, sous quelle forme se sont manifestées vos pensées, etc. Donc ça laisse pas mal de place à ce qu'on appelle des biais de reconstruction, c'est-à-dire que la mémoire va devoir faire un effort et du coup pour retrouver le souvenir de parole intérieure et du coup ça va augmenter les chances que la mémoire ajoute des petits détails incorrects, etc. Deuxième point un peu embêtant avec l'usage des questionnaires exclusivement, c'est que la manière dont sont tournées les questions dans un questionnaire va elle-même influencer, voire contraindre ce que le participant à l'étude va pouvoir restituer de son expérience de parole intérieure. Donc pour contourner un peu ces difficultés-là, des chercheurs ont mis au point les méthodes d'experience sampling, qui consistent à faire porter un bracelet ou un collier aux participants d'études, qui va biper de manière aléatoire au fil de la journée, et ce pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et la tâche du participant va être de reporter, de noter, soit alors d'enregistrer sur un dictaphone, au moment du bip dans la journée, ce qu'il pensait à ce moment-là. Du coup, là, on limite un peu les biais de reconstruction, puisqu'il n'y a pas de temps qui s'écoule, ou seulement quelques secondes entre le moment où ça bip et le moment où on reporte ce qu'on pensait à ce moment-là. En plus, on ne demande pas aux participants, en lui posant des questions, donc on ne contraint pas la forme de sa réponse, on le laisse marquer ce qu'il veut sur son expérience interne. Donc en utilisant cette méthode-là, les chercheurs ont estimé qu'on passait environ 25% de nos périodes d'éveil à se parler dans notre tête. Bien sûr, c'est une moyenne, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc vous avez dit incarné. Donc quel est le rapport de tout ça avec la cognition incarnée ? La cognition incarnée considère que globalement, quand on essaie de comprendre les objets, les idées, on va faire appel à tous nos sens et que ces choses-là, les idées et les concepts, elles naissent dans l'intégration, la recréation de toutes les informations sensorielles qui viennent de notre interaction à l'environnement. Or, la plupart des idées et des concepts sont véhiculés par le langage. Et le langage, en soi, est déjà une action. L'acte de parler, le fait de parler requiert l'activité de près d'une centaine de muscles. Il ne faut pas que j'oublie de lancer les phrases. Ok. Et donc de la même manière qu'on peut imaginer qu'il existe une continuité, une similarité entre le fait de réaliser un vrai mouvement et le fait d'imaginer réaliser ce mouvement, on peut penser qu'il existe le même type de continuité entre le fait de parler à voix haute et de s'imaginer parler dans sa tête. Donc c'est la thèse qu'on défend et qu'on peut nommer l'hypothèse de la simulation motrice, qui est de dire qu'il existe une continuité entre parole extérieure et intérieure, que la production de parole intérieure serait similaire à la production de parole à voix haute, sauf que le processus d'exécution motrice serait bloqué et qu'aucun son n'est produit. Donc tout ce que je viens de vous raconter, c'est un peu abstrait. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire une petite expérience ensemble, si vous le voulez bien, pour comprendre tout ça. Je vais vous demander de mettre votre bouche dans la position requise pour prononcer le son O. Non, pas comme ça, plutôt comme ça. Tout le monde fait comme Nadine Morano, s'il vous plaît. Donc. Et maintenant, je vais vous demander de vous imaginer en train de prononcer le son F.
Vous imaginez. Vous avez la bouche dans la position pour le haut et vous imaginez en train de prononcer le son feu. Normalement, vous devriez ressentir une sorte de gêne, une incompatibilité entre ce que vos muscles sont prêts à prononcer et ce que vous prononcez intérieurement dans votre tête. Si vous ressentez cette gêne-là, et vous devez le faire normalement, c'est qu'il y a une activation motrice générée par ce que vous voulez prononcer intérieurement et la position dans laquelle sont vos muscles actuellement. Donc ça voudrait bien dire que lorsqu'on prononce quelque chose dans sa tête, il y a une commande motrice qui sera envoyée. Donc si c'est vrai, et si ça on peut le mesurer, ça nous permettrait d'objectiver physiologiquement quand il y a de la parole intérieure. Ça sera encore mieux que des questionnaires. Est-ce que c'est possible de mesurer ça? Alors oui, en tout cas on peut essayer via une méthode qui s'appelle l'électromyographie de surface, on va dire EMG plus tard, qui consiste à poser des électrodes sur des participants volontaires, bien sûr, comme Carole ici, mais ça marche sur d'autres gens que Carole aussi. Ça nous permet de recueillir l'activité électrique générée par la contraction des muscles à la surface de la peau. En l'occurrence, là sur Carole, il y a une électrode sur le muscle de sa lèvre supérieure, de sa lèvre inférieure, et également sur le front. Donc en faisant ça, des chercheurs dès 1989 ont mis en évidence qu'il y avait une activation musculaire labiale, donc des lèvres, lors de la prononciation silencieuse de la lettre P, mais pas lors de la prononciation silencieuse de la lettre T. Il faut savoir que lorsqu'on prononce la lettre P, nos deux lèvres sont vachement activées, alors que c'est pas le cas ou moins le cas pour la lettre T. Donc en gros, on retrouve en parole intérieure, dans l'activation des muscles, ce qu'on retrouve aussi en parole à voix haute. Plus récemment, en 2013, notre équipe a mis en évidence l'augmentation de l'activité EMG labiale lors d'épisodes d'hallucinations auditives verbales chez des patients schizophrènes, suggérant la présence de paroles intérieures sous forme d'hallucination. Et dernièrement, on a observé le même genre d'activation lors d'épisodes de rumination verbale induite. Donc ma thèse, moi, elle se centre plus particulièrement autour de ce dernier cas de paroles intérieures, qui sont les ruminations mentales. Vous savez, ces petites pensées intrusives et répétitives qui viennent nous pourrir la vie un peu à tous. Elles s'expriment majoritairement sous forme verbale, et donc ça nous permet de les considérer comme une forme de parole intérieure qui fonctionne pas très bien. Donc pourquoi elle fonctionne pas très bien? Principalement à cause de déficits liés au mécanisme de contrôle cognitif, en particulier de contrôle de l'attention, dont Maud nous a un peu parlé tout à l'heure déjà. En particulier la capacité à switcher, la flexibilité à passer d'une idée à une autre, ou la capacité à inhiber des choses qu'on veut pas, ce genre de choses. Et on remarque aussi que l'activité de rumination elle est associée à un réseau d'air cérébral qu'on appelle le réseau par défaut, et qui suggère que le mode ruminatif, le fait de ruminer, serait un mode habituel de certaines personnes. C'est-à-dire que ça serait leur manière par défaut de réagir à un événement un peu négatif, un peu chiant. Donc les objectifs de ma thèse, on peut les résumer en 3 axes au moins, j'en présente que 3. Le premier, ça va être de définir ce qui se passe dans notre corps quand on rumine, donc les caractéristiques physiologiques, principalement musculaires, mais aussi cardiaques et respiratoires. On s'attend donc à ce que, quand on rumine, on ait une activité musculaire typique de la parole intérieure, mais également une activité respiratoire typique de la parole et une activité cardiaque typique des états anxieux ou dépressifs pour la plupart des types de rumination. Le deuxième axe, ça va être de savoir comment s'articulent les caractéristiques physiologiques et les déficits cognitifs dits de plus haut niveau que je viens de présenter juste avant. Une autre chose importante, ça va être de savoir si le lien entre système moteur et parole intérieure est réciproque. Si parler dans sa tête, ça provoque des activations des muscles de la parole, peut-être que moduler l'activation des muscles de la parole va moduler la parole intérieure. Donc j'insiste un peu sur ce dernier point parce que c'est important. C'est important parce que ça ouvre la porte à des potentielles pistes thérapeutiques. Car si on arrive en modulant l'activité physiologique, en modulant l'activité périphérique et en l'occurrence musculaire, à modifier ce qui est perçu, ce qui est vécu mentalement par des patients qui ruminent, ça peut être intéressant. En particulier pour développer des séances de relaxation qui joueraient de ces caractéristiques-là, ou par exemple on peut imaginer des séances de biofeedback, c'est-à-dire qu'on renvoie un signal visuel au participant qui lui montre en gros quelle activité musculaire il fait lorsqu'il rumine, et en faisant ça on peut réduire ou en tout cas apprendre un peu à dompter ces activités musculaires-là. Ok. Donc là, vous voyez qu'au début de mon exposé, j'ai posé une question qui était si penser était une action. J'y réponds pas du tout, mais c'est pas grave, c'était un titre accrocheur. Parce que si je voulais y répondre, il faudrait poser plein d'autres questions d'abord. Et il aurait aussi fallu commencer par définir ce qu'on entendait par pensée et par action. Moi, j'ai pris la liberté dans ma présentation de parler seulement d'actes moteurs par action et de réduire la pensée à la parole intérieure. Mais il s'avère que dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Et que la question de la parole intérieure, elle est par nature transdisciplinaire. Et que on a besoin de personnes qui travaillent, des experts,
qui travaillent dans des disciplines à chaque pôle du spectre recouvert par les sciences cognitives. Et c'est pour ça que les événements d'aujourd'hui sont importants et sont intéressants. C'est parce que ça nous permet cet échange-là. Et je dis pas ça parce que j'ai été payé pour faire la présentation. Non, c'est pas vrai. Et donc nous, dans notre projet, on collabore avec des philosophes, des linguistes, des neuroscientifiques, des médecins, des psychologues, des informaticiens. Et on se pose pour essayer de répondre à des questions aussi variées que pourquoi parle-t-on dans notre tête? Comment le fait-on? Est-ce qu'on parle dans notre tête de la même manière que lorsqu'on parle aux autres? Est-ce que au niveau cérébral, c'est la même chose de s'imaginer parler à quelqu'un ou de s'imaginer ou de se parler à soi-même? Voir des questions encore plus larges et plus débattues. Est-ce qu'on peut penser sans langage, etc. Qu'est-ce que la pensée, etc. Donc si vous savez pas quoi faire les 3 prochaines années et que vous voulez commencer une thèse, c'est le moment. Il y a plein de questions auxquelles répondre. Et puis c'est à peu près tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous avez des questions pour Ladislas, n'hésitez pas, Nabila vous apporte le micro. Ouais. Bonjour, je voulais vous poser une question par rapport à l'expérience sampling method. Quand la personne donc pense intérieurement, elle doit appuyer sur quelque chose, c'est ça? Alors pas tout à fait. En fait, l'objet que porte la personne va biper de manière aléatoire. Donc la personne qui est étudiée ne sait pas quand l'appareil va biper. Ça peut être toutes les heures, en fait c'est aléatoire, donc c'est pas toutes les heures, c'est peut-être 4 ou 5 fois dans la journée, ça va biper de manière aléatoire. Et à ce moment-là, la tâche du participant, c'est de dire quand l'appareil a bipé, à quoi je pensais, sous quelle forme étaient mes pensées, etc. etc. D'accord, parce que je comprenais pas trop si Désolé si j'ai pas été clair. Voilà. Non. D'accord, merci. Quand 2 personnes sont en interaction et qu'il y a une qui écoute ce que l'autre dit, ou est dans un état où, au lieu d'écouter, je suis en train de penser à ce que l'autre dit. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si je suis juste en train d'écouter, de vous écouter, ou si je suis en train de penser? Vous voulez savoir comment repérer que votre interlocuteur divague et ne vous écoute plus? Non. Ça pourrait être une application. Mais est-ce qu'on peut savoir au niveau... Enfin, comment le savoir? Parce que même pour soi, c'est pas évident. Hein. Alors je pense que c'est compliqué parce que même dans le moment, quand on est dans la position où on écoute quelqu'un, certains chercheurs vont vous dire que aussi nous, on va répéter ce qui est dit pour mieux le comprendre. Ou qu'alors qu'il y a un écho, une sorte de résonance motrice. Quand on entend quelque chose, quand on entend quelqu'un parler, il se pourrait aussi qu'on le répète de manière subvocale, donc intérieurement, en même temps pour mieux le comprendre, pour l'intégrer, en gros. Donc au niveau cérébral, ça serait compliqué de distinguer ce qui se passe quand on écoute quelqu'un, quand on pense à autre chose, mais en tout cas ce qui va se passer, c'est qu'il y aura en tout cas des différences au niveau attentionnel. Dans un cas, on va se centrer sur la conversation, dans un autre cas, notre cerveau il va plus partir sur un mode de vagabondage où je divague. Je sais pas si ça répond à la question. Un peu. Est-ce que... J'avais une question sur le simple modèle. C'était, je voulais, pardon. Je voulais juste savoir quand donc il y a un bip et la personne doit décrire ce à quoi elle pensait, mais il n'y a pas un phénomène d'interruption de la pensée où elle pourrait oublier ce à quoi elle pensait? Si, bien sûr. Donc on a les mêmes problèmes en fait de reconstruction. Sauf que là on est plus sur des questionnaires qui interrogent une semaine après, mais juste sur le moment. Donc il y a toujours des biais à ces méthodes-là. Parce qu'il y a une reconstruction et il y a l'interprétation de ce que la personne est en train de vivre. Et le fait même de savoir qu'on est suivi, en fait, traqué par cet appareil-là, ça va changer par nature le flux de nos pensées. Je pense, oui. Mais c'est pour ça aussi que nous, on essaie de s'intéresser aux marqueurs physiologiques de ce qui se passe quand on parle dans notre tête. Qui sont moins sujets à des reconstructions, à des interprétations. Est-ce que vous avez simplement étudié les muscles en fait, qui sont mis en jeu lors de la rumination, leurs innervations et leur rapport avec les nerfs crâniens ou pas?
Non. Non, non. Vous avez une idée sur un rapport particulier? Non, justement, j'avais pas d'idée. Ça m'intéresse beaucoup du coup de savoir ça parce que c'est vrai que si on veut mettre en place des stratégies de traitement pour ces muscles-là, pour diminuer ce genre de pathologie, voilà, ça serait intéressant. Okay. Oui, ça à réfléchir, en effet. Vous en avez parlé un petit peu, mais parce que... Oui, est-ce que vous travaillez avec des gens qui pratiquent la méditation? Vous en avez un petit peu parlé, je crois, avec la relaxation. Ouais. Alors, nous, les séances de relaxation qu'on a étudiées là, pour réduire la rumination, c'était des séances de relaxation en accord avec nos hypothèses qui étaient principalement motrices. Du coup, c'est des séances de relaxation qui visaient plusieurs groupes musculaires du corps. Donc, pour justement corroborer cette hypothèse-là de motricité. Mais on travaille aussi avec des collègues et des équipes qui, elles, sont plus sur l'aspect attentionnel, qui essaient de réduire la rumination via des thérapies mindfulness ou ce genre de choses. Ouais. C'est pas notre but, parce que ça ne permettrait pas de tester l'hypothèse qu'on veut tester, mais ce sont des thérapies qui ont l'air d'être assez efficaces pour réduire la rumination aussi. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, si vous avez encore des questions, bien sûr, vous pourrez aller leur parler à la fin de la conf, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va accueillir Nesrine. Nesrine qui va nous parler de contact interindividuel et de conscience de soi. Donc, vas-y, je te laisse la parole, Nesrine. Merci. Bonjour. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Alors moi je suis en deuxième année de thèse à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui se trouve à la Pitié-Salpêtrière et en collaboration avec le laboratoire de psychopathologie et neuropsychologie de l'Université Paris 8. Alors ma thèse porte sur le contact interindividuel et son effet sur la conscience de soi. Alors, les humains signalent leurs intentions communicatives, vont entrer en contact avec leurs congénères par le biais d'indices sociaux, qui vont passer par différentes modalités sensorielles. Par exemple, sur la modalité visuelle, on va établir un contact par le regard, sur la modalité tactile, par exemple via une caresse, ou sur la modalité auditive en utilisant le prénom de notre interlocuteur. Alors, la particularité de ces indices de contact interindividuel, c'est qu'ils sont orientés vers le soi. Lorsqu'on les perçoit, on perçoit que l'attention d'autrui est orientée sur nous. Or, en sciences cognitives, les expériences ont montré que lorsque l'attention d'autrui se porte sur un objet, la nôtre se porte naturellement sur cet objet, dans l'idée de comprendre ses intentions, ses actions. Donc ainsi, quand l'attention d'autrui est portée sur nous, nous orienterions notre propre attention sur nous-mêmes. De ce fait, les indices de contact interindividuel seraient des inducteurs de conscience de soi. Alors cet effet n'a été investigué expérimentalement que récemment. En 2011, une équipe de chercheurs a montré que la perception d'un visage avec un regard direct, comparé avec un visage qui a un regard dévié, a amené des participants à coter de manière plus importante sur une échelle de mesure de la conscience de soi publique. Alors qu'est-ce que c'est la conscience de soi publique? C'est la conscience des aspects du soi facilement visibles par autrui, comme par exemple mon allure, ma manière de parler, des choses qui sont facilement visibles par autrui. Mais qu'en est-il alors de la conscience des aspects privés du soi, comme par exemple la conscience de soi corporelle, qu'on appelle aussi conscience interoceptive? Alors ça, c'est la conscience des informations afférentes provenant du corps et qui nous donne la sensation de l'état physiologique du corps. Comme par exemple nos battements cardiaques, notre respiration, notre niveau de sudation. Alors pour répondre à cette question, déjà faut-il trouver un moyen de mesurer la conscience de soi corporelle? Donc on a établi un protocole pour cela, où on présentait des images émotionnelles. On avait différents types d'images émotionnelles. C'était des images ou positives ou négatives et de différentes intensités. Donc elles étaient plus ou moins positives ou plus ou moins négatives. Et pendant cette image émotionnelle, on a enregistré un indice physiologique qui s'appelle la réponse électrodermale. Donc on fait ça au moyen de 2 petites électrodes qu'on pose sur les doigts. Et la réponse électrodermale, c'est quelque chose qui est lié à notre niveau de sudation. Donc en fait, plus on va avoir une intensité émotionnelle importante, plus on va avoir un niveau de sudation important et plus notre réponse électrodermale sera importante. Donc c'est un très bon indicateur en fait de l'intensité émotionnelle réellement ressentie.
Et ensuite, on présentait une jauge qui allait de 0 à 100, sur laquelle le participant devait coter à l'aide d'une souris l'intensité émotionnelle qu'il a ressentie en se basant sur ces changements d'état corporel. D'accord ? Donc en fait, ici, on a opérationnalisé, on a mesuré la conscience de soi corporelle par la corrélation entre cette réponse électrodermale et les cotations des participants. Donc en fait, c'est-à-dire entre une mesure objective de leur réaction physiologique et leur évaluation subjective de ces réactions. Donc en d'autres mots, entre ce que le participant a réellement ressenti et ce qu'il croit avoir ressenti. Et donc plus les deux corrèlent, et plus le participant a eu une perception correcte de ce qu'il ressentait réellement. Et donc, afin d'investiguer l'effet du regard direct sur cette conscience de soi corporelle, avant les images émotionnelles, on a présenté une image contexte, qui était ou bien un visage établissant un contact par le regard avec le participant, ou bien un visage ne regardant pas le participant, ou une condition contrôle avec une croix de fixation. Et on a calculé la corrélation entre réponse électrodermale et cotation pour chaque participant dans chacune des conditions expérimentales. Alors, les résultats ont montré une corrélation moyenne significativement plus importante en conditions de regard direct comparée aux autres conditions expérimentales. Donc en fait, le fait de percevoir un regard orienté vers soi a amené les participants à évaluer avec plus de justesse la réaction physiologique. Donc le regard direct améliore la conscience de soi corporelle. Donc après, on a voulu approfondir l'étude de cet effet et on s'intéressait à l'impact spécifique de l'attribution d'états mentaux dans cette amélioration de la conscience de soi corporelle. Alors c'est quoi les états mentaux? Les états mentaux, c'est tout ce qui concerne notre vie mentale, nos croyances, nos pensées. Et en effet, dans les expériences de sciences cognitives, quand on étudie les indices de contact interindividuel, comme par exemple un regard direct, on les compare classiquement à des indices physiques où il n'y a pas de contact interindividuel, comme par exemple un regard dévié. Sauf que ces indices, ils diffèrent à deux niveaux. Ils diffèrent au niveau physique, au niveau des différences perceptives entre les stimuli, mais ils diffèrent aussi au niveau des états mentaux qu'ils vont induire. Un regard direct, c'est associé à la croyance d'être regardé, alors qu'un regard dévié, c'est associé à la croyance de ne pas être regardé. Donc, afin de voir l'effet spécifique de ces états mentaux dans notre effet, on a créé des stimuli physiquement similaires et qui diffèrent uniquement au niveau des états mentaux qui leur sont associés. Donc pour cela, on a fait des vidéos d'individus portant des lunettes. Et ils portaient soit des lunettes non obstruées, donc à travers lesquelles on peut voir, soit des lunettes obstruées, donc à travers lesquelles on ne peut pas voir. Okay. Donc pour investiguer cet effet de la croyance d'être observé sur la conscience de soi corporelle, on a utilisé un protocole similaire à celui que je vous ai présenté tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on avait en condition contexte des vidéos, donc soit la vidéo d'un individu qui porte des lunettes qui lui permettent de voir, soit la vidéo d'un individu qui porte des lunettes ne lui permettant pas de voir, soit toujours une condition contrôle avec une croix de fixation. Et ici, on a amené les participants à croire en fait que ces vidéos étaient des enregistrements en direct via webcam d'un individu qui se trouvait dans une pièce adjacente dans le laboratoire. D'accord ? Donc comme ça, on avait une condition où les participants se croyaient observés et une condition où ils ne se croyaient pas observés. Et on a eu deux groupes de participants. Comme toujours, il y a une partie des participants qui a cru à la manipulation, mais une autre partie qui n'y a pas cru, qu'on a appelé donc les participants non dupés. Et ces participants qui n'ont pas été dupés, du coup, ne se pensaient pas en contact direct avec quelqu'un, mais avaient conscience de regarder des vidéos enregistrées au préalable. Alors voici les résultats. Dans le groupe de participants donc, qui se pensaient en réel contact direct avec un autre individu, la condition où ils se croyaient observés, donc la condition lunettes non obstruées, a amené à une corrélation significativement plus importante. Donc la croyance d'être observé a amélioré la conscience de soi corporelle. Et chez les participants qui ne se pensaient pas en contact avec quelqu'un d'autre, le contexte n'a pas eu d'effet, mais c'était le résultat attendu, puisqu'il n'y avait aucune condition associée à la croyance d'être observé dans ce groupe-là. Voilà. Donc cette expérience a montré que la croyance d'être l'objet de l'attention d'autrui en elle-même suffit à augmenter la conscience de soi corporelle. Donc ce serait bien la propriété d'orienter l'attention vers le soi qui serait essentielle dans le contact interindividuel pour qu'on observe un effet d'amélioration de la conscience de soi. Mais du coup, peu importe la modalité sensorielle sur laquelle passe le contact interindividuel, du moment où il manifeste qu'une attention est orientée vers nous, alors on devrait observer une amélioration de la conscience de soi corporelle. Donc c'est ce qu'on a voulu tester. On a lancé des expériences sur les modalités auditives et tactiles pour voir si on pourrait voir de nouveau cet effet. Donc sur la modalité auditive,
En condition contexte, on avait désormais l'écoute de son propre prénom prononcé par un agent social, ou l'écoute d'un autre prénom que le sien prononcé par un agent social, et toujours une condition contrôle qui ici était un bruit blanc. Et les résultats ont montré que dans la condition où les individus avaient entendu leur propre prénom prononcé par un agent social, les corrélations étaient significativement plus importantes que dans les autres conditions. Donc ici, on retrouve sur la modalité auditive les effets qu'on avait mis en évidence sur la modalité visuelle. Donc le contact social améliore la conscience de soi corporelle, peu importe la modalité. Et afin de confirmer ça, à l'heure actuelle, on est en train de faire une expérience sur la modalité tactile, où cette fois-ci, on va comparer un toucher social, donc un toucher effectué par un humain, avec un toucher non social, qui est via un pinceau, et une condition où il n'y aura pas de toucher. Donc, l'ensemble de ces expériences ont permis d'avoir une meilleure compréhension des relations entre les processus sociaux et la représentation du soi, et notamment de mettre en évidence la nature sociale du soi. Alors ma thèse va se continuer par une deuxième partie qui portera sur l'étude de la dynamique des réseaux cérébraux impliqués dans les processus de référence à soi et voir notamment si cette dynamique est modulée par le contact social. Voilà, merci pour votre attention. Guys, contact. Hein. Contact par le regard. J'avais une question. Oui. Je suis là. Oui. Vos échantillons, enfin les personnes avec qui vous avez fait vos expériences, vous les avez choisis comment? Parce qu'en fait, je me posais la question, c'est vrai que en fonction du regard, qu'il soit face à face, enfin que la personne ne regarde ou pas, on peut avoir une sensation voilà, qui soit négative, mais si une des personnes avec qui vous avez fait l'expérience se sent pas bien, a une image d'elle-même déjà négative, est-ce que ça va pas justement biaiser votre résultat? Alors oui, justement, nous on a pris ce qu'on appelle du tout venant, c'est-à-dire la population générale, et avec l'idée que quand on recrute dans la population générale, même si on a un ou deux participants pour qui il y aura des effets particuliers, ils vont être noyés dans la totalité de l'ensemble des participants qui réagissent de manière, entre guillemets, habituelle. Et c'est vrai que par exemple, on a pris en considération l'anxiété sociale, on fait passer des questionnaires d'anxiété sociale pour voir si on a des effets, et en effet, chez ceux qui font de l'anxiété sociale, les effets sont d'autant plus prononcés. Ouais. Bonjour, merci pour votre exposé. Ma question, c'était de savoir les applications un petit peu de votre thèse. Peut-être par exemple les interfaces. C'est évolutionnairement adaptatif et positif de mieux percevoir ce qui se passe en nous. Donc peut-être faire des interfaces qui jouent sur les indices de contact interindividuel via des avatars, ce genre de choses, éventuellement. Dans le laboratoire, il y a aussi des gens qui travaillent sur des pathologies, et notamment le fait qu'est-ce que le contact sur le regard apporterait dans la maladie d'Alzheimer, et éventuellement ça pourra améliorer la mémoire, parce que dans la maladie d'Alzheimer, même quand les déficits ont commencé, au niveau social, ça se maintient. Donc peut-être essayer de les garder encore le plus possible avec nous au niveau mnésique en jouant sur les indices de contact interindividuel. C'est une possibilité. Donc, ouais. Bonjour. Je suis là. Oui. Bonjour et merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Vous parliez à la fin de la nature sociale du soi, donc détecter la nature sociale du soi. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, quelles sont les natures, mais surtout, est-ce qu'il y a dans cette nature sociale du soi l'autisme, puisque dans l'autisme, on sait qu'il n'y a pas le regard dirigé sur soi. Voilà. C'est effectivement une très bonne question. Alors la nature sociale du soi, parce que nous on a un peu l'idée que la conscience de soi émergerait dans les interactions avec autrui, et qu'en fait c'est dès la naissance, les premières interactions qu'on a avec la mère qui se font par le regard, qui se font par le toucher, qui se font plus par exemple dans le discours par la prosodie que réellement par le contenu du discours, que tous ces indices de contact interindividuel, c'est ça qui ferait émerger la conscience de soi chez le nouveau-né, et que donc le soi est intrinsèquement social.
Et votre deuxième question, c'était la dans l'autisme. Quand vous dites la nature sociale du soi, vous le caractérisez comment, pardon? Parce que vous dites, on va définir la nature sociale du soi des individus. Est-ce qu'il y a des catégorisations de la nature de soi? Non, en fait, c'est juste que toutes ces expériences mettent en évidence que soi, ça passe par le contact social, que le soi se construit dans le contact avec les individus. C'est ça que je voulais dire à ça. Et après, au niveau de l'autisme, c'est vrai que c'est une grande question. Il y a pas mal d'expériences sur l'effet du contact par le regard dans l'autisme. Et c'est vrai que les autistes regardent moins la région des yeux. Mais lorsqu'on a fait des expériences où on leur demandait dans la consigne de faire attention à la partie des yeux, ils faisaient attention à cette partie-là. Donc c'est pas un déficit, ce serait peut-être pas un déficit de cette région-là, mais il y a deux possibilités, il y a deux hypothèses à l'heure actuelle. Ça pourrait être une hypersensibilité aux signaux sociaux ou ça pourrait être un désintérêt pour les signaux sociaux. Il y a encore débat dans la littérature là-dessus. Merci à tous pour d'être venus ici. Merci évidemment à Maud, à Lorraine, à Ladislas, à Nesrine d'avoir présenté leurs travaux. C'était vraiment très intéressant. Et je laisse la parole à Mona qui va vous présenter un petit peu la suite des événements. Je ne sais pas ce que tu veux. Oui, oui, je voulais aussi donc remercier Paul pour l'organisation du Science Slam. Et donc maintenant, c'est fini pour les conférences dans ce petit amphi. Mais il va y avoir la conférence cœur, cerveau et estomac dans le grand amphi Binet qui traitera des neurones dans le ventre et tout ça. Voilà, merci à tous et merci aux doctorants.